Cette journée aujourd'hui est consacrée à la forme scolaire, ou comment on change la forme scolaire avec, par ou à travers le numérique, ou on pourrait dire aussi à cause du numérique. Ça dépend comment vous le vivez, ou comment les élèves, les profs l'anticipent. A été initié ce matin par Catherine Bizot à partir de son rapport, et elle a montré comment, dans la perspective historique, l'école change finalement peu de forme, et on reste dans une école qui reste un peu tradie. Alors c'est pas que la tradition soit mauvaise, mais l'école se transforme elle aussi. Elle se transforme par les enseignants, elle se transforme par les élèves, et elle nous a montré quelques images, quelques photos de l'actualité finalement aussi de cette transformation. Je voudrais aujourd'hui vous introduire une équipe, des équipes qui ont travaillé sur la transformation de ces espaces scolaires, de cette forme au-delà de l'espace. C'est une nouvelle façon de concevoir et de faire l'école avec, par et pour les élèves. Et donc c'est une initiative qui est réelle. Ça répond souvent à des questions d'enseignants en disant tout ça n'est pas pour moi, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas accompagné, c'est trop loin. Et l'expérimentation qui va nous être présentée par l'équipe du Lab CDC, le laboratoire de la Caisse des dépôts, avec 5 équipes d'appui, font la démonstration que c'est ici et maintenant, pour peu qu'on en parle, qu'on partage l'information et qu'on passe à la réalisation concrète, pragmatique, souvent des idées simples. Ça sera à eux de nous présenter. Et donc, pendant 1 heure, on va essayer de voyager à travers leur expérimentation, et notamment avec un zoom sur l'équipe d'Avignon. Merci. Ces séances sont en vidéo. Elles seront non pas en direct, mais en léger différé. Et donc, vous les retrouverez facilement avec les liens, parce qu'il y aura des choses à voir aussi en ligne, très directement sur les réseaux. Vous avez sur Twitter aussi les liens sur le hashtag Salon Éduc, qui vous permettra de retrouver très directement les intervenants, les liens, les vidéos, et notamment la superbe production du Lab CDC. Je laisserai les personnes se présenter directement et entamer leur topo. Merci à vous. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin, oui, cette fin de matinée. Je me présente rapidement, puis je vais laisser chaque personne ici se présenter. Donc moi, je suis Sabine Parnigi de Lefosse. Je suis responsable de l'innovation à la Caisse des dépôts, et notamment responsable du Lab CDC et de cet appel à manifestation d'intérêt dont on va vous présenter les résultats. Bonjour, je suis Daniel Jasmin, j'accompagne le Lab CDC, j'ai accompagné le Lab Éduc, et je suis également le cofondateur d'EduPad, une start-up éducative. Donc, Laurent Janin, Université de Cergy-Pontoise, plateforme de recherche Tech EduLab. Moi, j'étais la partie recherche qui accompagnait cette transformation scolaire. Et Olivier Varro, enseignant de sciences et technologies au Collège Roumanie à Avignon. Amel Jamet, enseignante en sciences et technologies au Collège Roumanie. Et Arnaud Kervizik, principal adjoint du Collège Roumanie à Avignon. Alors vous l'avez compris, effectivement, François le disait, on va passer un petit peu de temps tout à l'heure sur l'expérimentation qui a été menée au Collège de Roumanie d'Avignon. Je remercie l'équipe d'avoir fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, et vraiment en quelques mots très rapides, je vais vous dire ce qu'est la Caisse des dépôts et le groupe Caisse des dépôts, pourquoi on a lancé cet appel à projet Co-construire les espaces éducatifs de demain.
La Caisse des dépôts, c'est un établissement public, des filiales, beaucoup de collaborateurs dans le monde et dans toutes les régions de France. On est présent aux côtés des territoires. C'est un établissement public au statut très particulier qui a pour mission de travailler au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. C'est un groupe qui, vous ne le savez peut-être pas, intervient depuis 200 ans aux côtés des Français sur l'ensemble des territoires et qui se mobilise pour innover et répondre aux enjeux de demain. Et c'est vraiment dans ce fil d'action qu'on a conçu le Lab Éducation, cet appel à projet dont on va vous parler. Notre groupe a 4 grandes priorités stratégiques. Transition territoriale, transition écologique et énergétique, transition numérique bien sûr, et la transition démographique et sociale. Et c'est plus particulièrement dans le cadre de cette dernière, mais pas seulement, qu'on a conçu cet appel à projet, puisque un de nos axes d'intervention est bien d'accompagner la jeunesse et d'accompagner notamment les questions d'éducation. On intervient notamment sur le numérique éducatif. Voilà, donc cet AMI lancé par le Lab CDC, donc innover pour co-construire les espaces éducatifs, visait à répondre à plusieurs enjeux. Et effectivement, partait du constat que actuellement le patrimoine immobilier éducatif public ne répond pas globalement aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est un parc vieillissant qui n'est pas forcément adapté aux évolutions démographiques et territoriales, les évolutions de la population sur les différents territoires, pas forcément adapté aux enjeux énergétiques et surtout pas adapté aux enjeux du numérique et aux nouveaux besoins d'apprentissage. Et si de nombreux acteurs se mobilisent, il nous paraissait quand même nécessaire et utile, de par notre position particulière auprès des collectivités territoriales, auprès du monde éducatif, de réunir l'ensemble des acteurs dans une démarche un petit peu différente. Et donc cet appel à manifestation d'intérêt visait effectivement à expérimenter, identifier des solutions concrètes sur l'évolutivité, la modularité des espaces éducatifs. Et effectivement, on parle aujourd'hui de formes scolaires. Nous, on est parti effectivement de la question des espaces, du bâtiment, des salles, de classe, mais pas que. Et forcément, ça a des impacts sur la pédagogie, la communauté éducative dans son ensemble. Donc on a voulu effectivement développer des solutions frugales de rénovation, transformation des espaces éducatifs et surtout proposer une méthodologie, en fait, une façon d'aborder ces questions différentes. Vous allez le voir, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, autour de nous, évidemment, cet appel à manifestation d'intérêt, ce projet, on ne l'a pas mené tout seul. On était effectivement sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale qui nous a fortement soutenus dans ce projet. On était en partenariat avec les 3 principales associations de collectivités territoriales, donc en charge de la gestion des bâtiments et des espaces éducatifs. Et également en partenariat avec 2 chaires de recherche, celle représentée par Laurent aujourd'hui de l'Université de Cergy-Pontoise, Laurent Janin qui partagera tout à l'heure justement son retour d'expérience, le regard en tant que chercheur sur cet appel à projet, et une chaire innovation publique donc fondée par l'ENA et l'école de design l'ENSI. Et puis on a impliqué tout au long du projet des étudiants en diplôme supérieur d'art appliqué, mention design, mobilisés donc sur les cursus de l'éducation nationale. Alors il y a un an, on a lancé en fait cet appel à projet avec une phase de candidature très courte, un mois à peine. On a eu 40 collectivités, établissements scolaires qui ont répondu à cet appel à projet, ce qui était pour nous une vraie satisfaction et aussi la manifestation d'un besoin
des équipes sur le terrain d'une attente sur ces questions d'espace scolaire. On a organisé toute une phase d'approfondissement, mobilisant notamment au cours d'un hackathon qu'on a appelé Hack-Éduc, des étudiants en design, en architecture, en sciences de l'éducation, pour enrichir un certain nombre des projets. Et au final, on a sélectionné 5 projets, 5 terrains d'expérimentation, comme on les a appelés, qui associaient dans leurs équipes à la fois les équipes éducatives, administratives, les collectivités, la collectivité territoriale en charge du projet, les équipes académiques, enfin les référents académiques, etc. Donc voilà, c'était vraiment... on a réuni autour de chaque projet, autour de chaque terrain, l'ensemble des parties prenantes, et vous le verrez aussi, les élèves, enfin voilà, la communauté éducative au sens large. La façon d'aborder les projets, vous le voyez, on avait imaginé des versions intermédiaires de transformation des espaces. On a démarré en janvier et dès les vacances d'hiver ou juste après, on a commencé à transformer les espaces. On a continué à... Enfin, je dis on, les équipes ont continué à utiliser ces espaces, à faire cours dedans, à les faire vivre. On a profité des vacances de printemps pour continuer à transformer ces espaces et on a tiré un bilan début juillet. Donc en 6 mois, on a été capable de créer des nouveaux usages, de transformer des espaces, d'en tirer des enseignements pour voir si on continue et qu'on étend les usages ou pas. Alors, très rapidement, voilà, notre parti pris, je l'ai déjà dit, c'était réunir l'ensemble des acteurs, expérimenter dans les espaces de nouveaux usages avec l'ensemble des acteurs comme partie prenante et diffuser les bonnes pratiques. On a effectivement à votre disposition, on pourra vous les distribuer à la fin, des livrables imprimés et ils sont disponibles en ligne sur le site du Lab Éducation, on va y revenir. Alors, un petit point sur la méthode qu'on a adoptée, parce que je disais c'est un point important. Le lab CDC, je vais pas, c'est l'accélérateur de projets d'innovation du groupe Caisse des dépôts, je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais il s'appuie sur une méthode et sur un principe qui est le droit à l'échec. Et on apporte au projet un cofinancement, de la ressource en termes de coaching et de méthodologie. En termes de méthode, on s'appuie en fait sur ce qu'on appelle la méthode Lean Startup ou le test and learn en bon français. Donc je teste et j'apprends, j'en tire les enseignements. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aborder les projets innovants, c'est-à-dire qui sortent du cadre habituel, qui nécessitent une prise de risque de manière linéaire et séquentielle comme on aborde des projets classiques. On veut les aborder de manière itérative. Et donc à partir d'une idée, on va effectivement tout de suite aller construire le projet, construire la solution, transformer les espaces ici. Alors je suis désolée, le schéma est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, mais on le refera en français. Et aller directement mesurer, tester auprès des utilisateurs finaux, en l'occurrence les élèves, les enseignants, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que ça résout un problème? C'est-à-dire qu'on ne fait pas une enquête d'opinion ou une étude de marché ou une enquête un peu théorique pour savoir ce dont ont besoin les utilisateurs, mais on va transformer directement, proposer du concret, du tangible et voir dans les comportements si effectivement ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et on est dans une démarche itérative et donc circulaire et non pas linéaire, d'itération et donc d'amélioration continue. C'est nécessairement... alors on le fait dans un temps et dans un cadre contraint, c'est l'image un peu du sprint, mais c'est important quand on prend un risque, quand on est sur un sujet inconnu, de limiter les moyens et de limiter le temps pour ne pas être dans une déperdition d'énergie sans fin et d'aller un petit peu droit au but. Donc on avait effectivement un budget pour financer les expérimentations, on avait un temps contraint, je l'ai dit, 6 mois, et on a effectivement été sur des solutions qui étaient délibérément imparfaites
est nécessairement imparfaite. On ne cherchait absolument pas la perfection. Par contre, on avait toujours l'ambition du projet et on avançait avec pragmatisme et avec bienveillance de la part de l'ensemble des acteurs. Et c'est un mot qui est très important, la bienveillance, la confiance dans les équipes et dans toutes les composantes de l'équipe. C'est un des facteurs clés. Alors, pour rentrer un petit peu plus précisément sur la méthode qu'on a mise en place, je passe la parole à Daniel Jasmin. Oui, pour comprendre tout d'abord pourquoi c'est si compliqué d'arriver à transformer un établissement et des usages qui sont à l'intérieur, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement 3 axes qu'il fallait réunir. Déjà, il faut repenser les usages pédagogiques, ce qui n'est pas facile, puisque là, on a une équipe très motivée qui a porté le projet, mais ce n'est pas facile d'entraîner l'ensemble de l'équipe pédagogique sur un projet de transformation. À côté de ça, on a besoin d'adapter les aménagements qu'on met à l'intérieur de ces espaces, mais qui doivent correspondre aux usages qu'on prévoit. Il faut également qu'on rénove le bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, on parlera tout à l'heure de son, de choses comme ça, où il faut toucher la structure du bâtiment pour permettre aux usages d'exister. À l'intérieur de le premier parti pris qu'on a pris dans la méthode, c'était de mettre tout le monde ensemble pour faire cette création-là. C'était des choses très nouvelles, puisque finalement, on avait les gens du département ou de la ville ou de la région qui ont participé, en même temps que les équipes pédagogiques, à la co-construction, ensemble, d'un aménagement et d'une transformation adaptée. Donc, cette méthode comme ça, commune, nous a permis quelque part de dessiner et de construire des cahiers des charges et de structurer une démarche de transformation vraiment calée sur l'usage qu'on allait découvrir. Comme on l'a mentionné, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit d'abord, il faut qu'on teste. Donc la première chose qu'on a fait, c'est le petit rond bleu qu'on voit là, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas faire de théorie, on va pas lire tout ce qui a été écrit sur les sujets qu'on veut aborder. On va d'abord tester avec les équipes par rapport à des problématiques qu'elles ont tous les jours avec leur classe. Et on va mettre en place avec des moyens très frugaux. Des fois, on a été acheter du matériel sur des catalogues qu'on avait à droite à gauche, mais qui permettaient juste de figurer si l'usage qu'on imaginait, par exemple, on parlera d'Avignon, d'avoir toute une classe sur un même plateau, plusieurs classes au même endroit, si l'usage, en fin de compte, fonctionnait, ou du moins qu'est-ce qu'il fallait changer ensuite dans la structure, et c'était le deuxième cercle, pour permettre à cet usage d'exister. Donc ça, notre deuxième phase, c'était on aménage l'espace, et enfin, quand on a terminé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu en tirer les conclusions pour vraiment transformer la structure du bâtiment. Et aujourd'hui, on est assez convaincu que c'est ce type de méthode qu'il faut appliquer dans une transformation. C'est d'abord tester pour valider les usages qu'on est capable de réellement de faire, ensuite aménager, et enfin, passer à l'échelle et restructurer le bâtiment en fonction des usages qu'on aura détectés. Oui, voilà, effectivement, en synthèse, nous, notre vision, là, on a fait une expérimentation, effectivement, sur 6 mois, avec un calendrier contraint et pas forcément des projets de rénovation de l'ensemble des bâtiments derrière. Notre conviction, c'est qu'il faut s'appuyer sur des projets de rénovation des espaces scolaires, notamment des projets de rénovation énergétique, pour avoir une rénovation étendue aux usages et le temps d'une rénovation qui est généralement celui de 3 ans, en fait, d'une durée de 3 ans, peut être séquencé en fait avec une méthode en 3 temps, effectivement l'expérimentation des usages, un diagnostic complet, on fait ce test d'usage et on en tire des apprentissages. Un second temps de promotion, de transformation des espaces, qui peut être aussi le temps de rédaction du cahier des charges et de diffusion du cahier des charges de la rénovation complète du bâtiment. Et un troisième temps, effectivement, qui est la rénovation en tant que telle du bâtiment. Et puis la formation, l'accompagnement des acteurs. En fait, tester les usages dès le début, impliquer des enseignants, des professeurs, des parents d'élèves, des élèves, les collectivités locales, c'est de la conduite du changement. Et c'est de la conduite du changement très opérationnelle, très concrète et qui donne des enseignements très riches. Alors, voilà, le livrable, avant de parler plus rapidement d'Avignon, on va juste dire un mot de chacun des projets. Donc là, on est sur le... Alors, il y avait 4 autres projets, donc à part celui du Collège d'Avignon, qui ont été retenus. Toutes les informations, tous les livrables sont en ligne sur le site du Lab, avec des captations 3D qui ont été faites en juin dernier. Donc, les espaces sont encore un peu
dans des aménagements frugaux. Ils ont été enrichis souvent depuis, vous le verrez sur Avignon. Donc à Saint-Denis, au collège Henri Barbus à Saint-Denis, donc en Île-de-France, on a travaillé sur les espaces de la cour, la cour extérieure, qui était une cour qui était peu utilisée, et où à la fois les élèves et les enseignants voulaient créer des nouveaux usages, des usages en petits groupes, un rapport à la nature, à la biodiversité. Donc on a installé une bulle gonflable, une structure qui est donc réversible, qui permet de faire des séances littéraires, des cours des séquences en demi-classe, qui permet aux élèves du coup d'utiliser la cour différemment. On a installé, les élèves ont conçu du mobilier en réemploi de palettes, donc des bancs, des jardinières, etc., pour aménager la cour, mobilier modulaire. Et une serre de culture a été également installée et exploitée cette année dans le cadre des cours de SVT. Et donc voilà, des nouveaux usages ont été créés dans cet établissement. Je pourrais revenir plus rapidement. À Saint-Brieuc, donc on est dans un lycée, c'est un très grand hall d'accueil et c'est des configurations qu'on retrouve souvent en fait, de halls finalement, de grands espaces peu utilisés, alors avec des grandes questions de confort thermique, acoustique qui se sont posées sur ce projet, et des installations du coup qui ont été conçues par les étudiants en design, réalisées en partie par les équipes, puisque c'est un lycée professionnel aussi à Saint-Brieuc, avec différents usages, des cours en dehors de la classe, des lieux de convivialité, de travail en petits groupes pour les élèves, et donc une exploitation de l'espace différente en dehors juste des temps de passage entre les classes. Ensuite, on est à Saint-Étienne, donc dans une école maternelle, où là, il y a eu tout un travail sur le mobilier avec des entrepreneurs innovants. C'est un des points que je n'ai pas mentionné, mais on a retenu aussi dans le cadre de cette AMI quelques entrepreneurs innovants. Il n'y en a pas énormément qui se sont manifestés. Là, en l'occurrence, c'est l'entreprise Picbois avec Opti-Reno. À Saint-Denis, c'était Bubble Tree, qui a aussi travaillé sur Avignon, qui nous a mis en place cette bulle. Et donc là, c'était vraiment travailler sur l'autonomie des élèves avec un mobilier évolutif et adapté, sur le rapport à la nature, l'exploitation des espaces extérieurs avec effectivement là l'exploitation d'un patio et le fait effectivement de pouvoir suivre des plantations pour les élèves, et également l'intégration des parents dans l'école, le lien, l'information, l'intégration des parents avec un travail sur l'accueil des parents. C'est une école qui est située en zone REP+, donc école maternelle où, vous le savez mieux que moi, beaucoup de choses se jouent. Quatrième projet à Breteuil, donc dans l'Oise. Et là, en fait, c'est effectivement la transformation d'un CDI en 3C et voilà, d'arriver à penser des usages différents au sein du CDI. Il y a un gros travail qui a été fait voilà, avec des espaces différenciés en fonction des activités des élèves, des bulles acoustiques. Les élèves travaillent sur une radio et également sur comment est-ce que le CDI s'étend en dehors finalement juste de cette seule salle au sein de l'établissement. On pourra revenir plus en détail sur chacun des projets. Je ne veux pas être plus longue parce que je vais laisser du temps à l'équipe d'Avignon pour nous présenter leurs projets. Et donc, je leur passe la parole tout de suite. Donc, le collège Joseph Roumanie à Avignon, un peu plus de 500 élèves en REP+. Donc, la possibilité d'un projet innovant pour nos élèves et grâce à nos équipes. Comme le disait Sabine, ce projet s'inscrit dans une réflexion nationale sur l'innovation, comment créer les espaces d'apprentissage de demain, puisque tout a évolué sauf les salles de classe. Et nous, on s'est positionné sur la salle de classe, parce qu'on voulait en fait adapter... Nos objectifs étant de créer un espace qui est adapté à nos pratiques pédagogiques existantes. On travaille énormément sur des projets interdisciplinaires
en impliquant les écoles du réseau qui sont autour de nous. On travaille beaucoup en interdisciplinarité, en intercycle, et on essaye de mettre en place des projets un peu, on va dire, ambitieux dans des quartiers difficiles. On voulait également ouvrir l'espace aux écoles primaires et au milieu associatif, et dans la perspective de casser les murs au sens propre comme au sens figuré. Notre dernier objectif était justement créer un lieu agréable qui suscite l'envie d'apprendre, qui suscite la curiosité, qui donne un certain bien-être aux élèves, étant donné que chaque élève passe en moyenne 7 heures dans un environnement scolaire, et donc l'idée du beau ne nous a pas paru surdimensionnée. Donc ce projet, c'est un projet multipartenarial. Ça ne peut pas se faire sans toutes ces personnes. Donc d'abord, il y a les personnels du collège, les enseignants. Nous avons là 2 porteurs de projets qui n'ont pas arrêté. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils travaillent dessus, et c'est un travail énorme. L'administration qui les soutient, qui les aide, la gestionnaire notamment, les agents qui participent, le lab CDC bien sûr, l'inspection académique et le rectorat au niveau administratif, et la région et le département. Alors nous sommes un collège, mais nous sommes dans une ancienne cité scolaire, donc les locaux appartiennent à la région, mais comme nous sommes un collège, c'est le département qui paye. Et il faut arriver à ce que, comme il y a eu de gros travaux, notamment en termes de rénovation, enfin d'ouverture d'espace, on en parlera après, il a fallu qu'il y ait un travail entre l'inspection académique, le rectorat, la région et le département, une interaction, des pressions entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a fallu à un moment faire intervenir la région et leur dire attention, on a ça à faire, ça doit être fait à ce moment-là dans le projet. 6 mois, c'est très très court, donc il a fallu vraiment faire intervenir. Et donc plein d'autres partenaires, des écoles qui nous ont aidés à tester ces projets, des associations qui ont été partenaires, les étudiants en design, des chercheurs aussi, et les entreprises innovantes qui ont bien voulu nous permettre de tester le matériel. Alors concrètement, comment ça s'est passé? On est parti d'un collège classique dans lequel on a tous vécu une scolarité, c'est-à-dire des salles plus ou moins grandes, plus ou moins dédiées, appartenant plus ou moins à des enseignants avec des habitudes propres. Et l'idée, c'était de se dire, plutôt que d'être cloisonné à ma discipline, plutôt que de chercher du matériel que le collègue a, plutôt que de passer du temps à naviguer entre les salles, pourquoi pas faire une grande salle? Donc on a récupéré tout le plateau, c'est-à-dire 3 salles dans lesquelles des murs, des cloisons ont dû être abattus. Et l'idée, c'était de réunir plusieurs enseignants, plusieurs classes en même temps pour voir ce que ça aurait donné. Alors, on est parti du principe qu'en sciences, on avait besoin de plusieurs pôles, de plusieurs zones de travail. Donc, on avait des zones de physique, des zones d'SVT, des zones de technologie, mais on s'est rendu compte que toutes ces zones, elles pouvaient cohabiter ensemble, tout comme les élèves et tout comme les enseignants. L'idée, c'était vraiment de créer des zones qui puissent s'interagir entre elles, pour que les enseignants n'aient plus une classe, un enseignant, mais qu'on ait des enseignants qui s'occupent de plusieurs classes en même temps, parce que les élèves n'appartiennent pas à un enseignant, mais ils appartiennent à une matière, à des sciences, et bien au-delà, avec des sciences qui s'entrecroisent avec de l'anglais et du sport. Donc c'est créer quelque chose de vivant et collaborer autant les élèves dans le travail de groupe, mais aussi les enseignants dans leur travail de tous les jours, de collaborer ensemble dans la mise en place de leurs cours, mais aussi à l'intérieur de leurs cours. À l'heure actuelle, l'espace qui évolue assez régulièrement, il est de ce style. Donc on a opté pour des couleurs agréables, des classes qui nous ressemblent le moins possible à des classes traditionnelles, mais plutôt une ambiance de type convivial, un petit peu maison, tout en mêlant des enseignants. On a aussi réussi à mêler des associations au-delà des murs pendant le temps scolaire et pendant les vacances.
Donc c'est un principe d'échange collaboratif qui est dans le collège, mais qui s'installe aussi dans tout le réseau avec les écoles primaires, les écoles maternelles et les associations qui utilisent cet espace ouvert à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique puis très intéressante. Je passe la parole donc à Laurent Janin, donc chercheur, et tu as suivi en fait l'ensemble du projet et évalué aussi l'ensemble du projet. Exactement. Alors, l'ensemble du projet, ça rentre dans un contexte quand même. Donc, je vais refaire un petit contexte global. Dans une perspective aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, c'est juste 3500 collèges à rénover, 50 lycées à construire, avec une grosse question associée aux collectivités territoriales. Est-ce qu'on va réaliser des transformations isofonctionnelles? On va changer les fenêtres et modifier le chauffage pour ensuite profiter de ce temps de travail pour réaliser un vrai programme pédagogique qui va permettre d'accompagner une approche multifactorielle. Alors quand on pense aux usages, aujourd'hui la littérature commence à se faire et elle commence à être multiforme. On se retrouve avec de la littérature de recherche sur les problématiques de santé, sur les problématiques de spatialisation, sur les problématiques de financement, sur les problématiques d'expérimentation en problématiques lab ou sur des problématiques de référentiel, d'articulation entre la notion de classe et le numérique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la question même de l'espace, de sa restructuration et des rapports personnels à l'intérieur est en train d'arriver en France, mais je ne vais pas inventer quelque chose en vous disant que ça arrive également à l'étranger. Sauf qu'une particularité à l'étranger est qu'il y a eu une grande ouverture, et cette ouverture, on l'a retrouvée également avec nous. C'est-à-dire que la transformation des lieux, vous avez vu, a engagé d'autres réflexions plus profondes. Une réflexion, premièrement, sur la température des salles et l'articulation de cette problématique de chaleur à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'Avignon, de passer d'une à deux classes à passer qu'un grand espace, il va être nécessaire de retravailler aussi bien la qualité à l'intérieur et la qualité sur plusieurs facettes. Bien évidemment, on pense tout de suite à la chaleur qu'il fait, mais on pense régulièrement beaucoup moins, et c'est ce qu'on voit dans le petit diagramme, sur la problématique de lumière à l'intérieur de la salle. C'est-à-dire que faire déplacer les élèves, commencer à les faire mettre en mouvement, va impacter, et en plus, dans le salon éducatif Éducatec, faites voir un tour pour imaginer combien il y a d'écrans, combien il y a de tablettes, combien il y a de sources lumineuses dans un même espace au mètre carré ici. Et donc, il va se passer la même chose potentiellement dans les salles de classe, avec des problématiques de luminosité, des problématiques de lumière bleue, des problématiques de difficulté d'accessibilité à l'information par le biais de ces problématiques de lumière. Un des points sur lequel je suis excessivement sensible et sur lequel Avignon était un cas d'école, mais également la Seine-Saint-Denis un autre cas d'école, c'est la problématique de l'insonorisation. On a tous vécu un passé difficile et douloureux dans un restaurant scolaire où il faisait excessivement de bruit. Et ben, dites-vous que quand on va commencer à bouger les meubles, bouger les tables, faire bouger les enfants, il va y avoir également beaucoup de bruit. Et l'insonorisation qui est prévue aujourd'hui par les lois et les normes que les collectivités sont en droit de suivre et en légitimité, elle ne pense pas à ces problématiques de reconfiguration de l'espace, de mobilité de l'enfant, de mobilité de l'adulte, de parfois un adulte qui n'a plus de bureau d'enseignant, donc qui se déplace continuellement, donc l'acoustique qui est potentiellement prévue à ce qu'il soit uniquement magistral et revisité. Et donc on voit aujourd'hui une nouvelle problématique qui est en train d'arriver, qui sont quelles sont les conditions techniques de base pour garantir un environnement propice à la relation enseignement-apprentissage. Et c'est ça aujourd'hui que la recherche est en train de retravailler avec des problématiques très fortes. La qualité de l'air. Alors la qualité de l'air, c'est ultra d'actualité, puisque ce matin, 650 élèves d'un collège de Vincennes se font virer de leur collège, puisque a été repéré des polluants en termes de qualité d'air. Et donc la solution qu'on leur trouve aujourd'hui, c'est par principe de précaution, on va se dire, on va vite les enlever de l'école, et on va les déplacer premièrement dans des écoles excessivement loin de leur lieu, donc modification de la carte scolaire, et on va le reloger en 2018 dans des préfabriqués. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, les éléments de conditions techniques sont vraiment des éléments excessivement importants, avec la qualité de la lumière, la qualité de l'acoustique, la qualité de l'air, la qualité des températures, bien évidemment. Ça, aujourd'hui, il existe des outils. Ces outils, il faut que l'éducation nationale, il faut que nous, corps de l'éducation nationale, on en prenne connaissance, puisque c'est des outils que les collectivités utilisent
aujourd'hui pour rénover ou construire leur établissement. Donc ces outils-là, il faut en prendre connaissance, il faut s'y approprier et les travailler. J'en cite que 3 essentiels, mais il y en a plusieurs, voire même à l'international, pour mesurer et accompagner les collectivités dans une transformation énergétique. Par exemple, c'est le programme BDF, Bâtiment durable francilien. Il y a le même en Méditerranée qui s'appelle le BDM, Bâtiment durable méditerranéen, et qui accompagne les collectivités pour aller dans des perspectives HQE. Et donc là, si vous regardez ces documents, il y a généralement très peu de lignes qui sont consacrées à l'espace scolaire. Espace scolaire, entendez-moi bien, sur ce qu'on appelle les surfaces utiles. Mais il y a aussi tout le travail à faire sur ce que les architectes et les collectivités considèrent comme étant des surfaces inutiles, qui sont les halls d'accueil, les couloirs, les perspectives d'unités extérieures. Tout ce travail-là, aujourd'hui, il faut savoir que les collectivités s'emparent de ces outils et parfois, la problématique éducation, transformation des pédagogies n'existe pas. On se retrouve également et comme ça l'a été évoqué aujourd'hui, et on se retrouve complètement, et ça fait partie de la continuité de la journée, on va dire, sur la question avec Catherine Bichiti-Bizot ce matin sur la forme scolaire, nous sur l'expérimentation en mode lab, et la question avec mon collègue Jean-François Cerisier du laboratoire Techné tout à l'heure sur la problématique de est-ce que l'architecture va tout faire? Non. La modification de l'architecture ne va pas tout faire. Par contre, c'est un élément essentiel et nécessaire pour que la transformation existe. Mais celle-ci, il faut qu'elle soit pensée avec l'intégralité des acteurs. Donc il y a des méthodes aujourd'hui, la méthode Lab en est un exemple très clair, d'une approche par le design, par l'usage, par la construction, par le faire, pour permettre aux collectivités d'expérimenter et d'alimenter, en sachant qu'aujourd'hui, là pareil, je suis désolé, mais Ken Fisher étant anglais, il a travaillé une typologie aujourd'hui des espaces, mais M. Muller est peut-être encore là ou pas. Moi j'ai utilisé, et j'utilise encore à l'ESP de l'Académie de Versailles, un document qu'il a produit il y a quelques années, qui permettait sur une même salle de classe de pouvoir différencier en fonction de l'occupation d'usage et en fonction de l'articulation de l'espace, des phases pédagogiques différentes. Et bien aujourd'hui on se retrouve encore avec ces problématiques-là, complètement, avec une transformation complète, en ayant surtout, et donc on le revoit ici avec d'autres perspectives étrangères, et on le revoit surtout avec une grosse progression sur des conditions techniques. Et si vous avez qu'un seul message à retenir de ce que je vais dire en termes de recherche, c'est qu'aujourd'hui, penser des espaces, penser de la rénovation pédagogique, bien sûr c'est multi-acteurs et multifactoriel, et ça doit s'accompagner bien évidemment d'un programme bien structuré, mais surtout aussi, ça doit s'accompagner d'une réflexion de fond sur les conditions techniques dans lesquelles on mène nos personnels techniques, nos enseignants, nos élèves dans l'établissement scolaire. Et le rapport du CNESO récent en octobre de cette année sur la problématique de bien-être en école en est un exemple. On pense à l'alimentation, mais est-ce qu'on pense réellement au bruit à laquelle on soumet nos élèves, on soumet les enseignants, on soumet les cadres techniques de l'école dans leur continuité pédagogique? Donc c'était ce regard, nous, qu'on a porté en tant que chaire de recherche et laboratoire de recherche, avec évidemment un petit guide qui commence à sortir et qui est tout chaud de l'impression, dont je pourrais bien évidemment vous en donner un exemplaire, qui va permettre de re-questionner justement ces éléments d'espace avec vraiment ces éléments de conditions techniques. Parce que tous ceux, et parmi vous, je sais qu'il y a ici des gens qui testent des choses différentes, qui essaient de transformer les espaces, et on est très vite confronté à des éléments très techniques qui engagent des acteurs complètement autres que ceux de l'éducation nationale, que va être la luminance dans une salle de classe. Toutes les collectivités sont en train de se transformer avec des LED, mais il n'y a pas du tout de question sur est-ce qu'on est encore obligé d'avoir de la lumière zénitale, c'est-à-dire des planchers, des plafonds de LED. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une transformation globale et générale de l'établissement ou d'un étage avec de l'ambiance structurée différente dans les établissements scolaires? Ça, c'est une démarche à avoir, globalisante, structurante, et que le Lab a permis de démontrer, c'est-à-dire qu'avec des projets spécifiques, construits, structuré avec plusieurs acteurs, a été en capacité parfois de casser des murs, parfois d'agrandir des espaces, dans d'autres endroits de faire rencontrer et parfois de faire dialoguer des secteurs d'activité qui ne dialoguaient plus, pour pouvoir réengager cette transformation, pour qu'une école soit plus un établissement figé, rempart de la société civile, mais que soit vraiment un laboratoire où de toute manière on va construire l'école de demain. Et je suis incapable, même moi qui travaille exclusivement sur ce domaine, de pouvoir vous dessiner et vous imaginer ce que va être l'école de demain, parce qu'il y a 7 ans la tablette on ne savait pas ce que c'était, il y a encore 5 ans les dalles
numérique qui équipait les écoles n'existait pas ou n'avait pas autant de puissance. Et aujourd'hui, si vous regardez le salon, le TBI et le VNI est mort, vive la dalle technique. Et si vous alliez la semaine dernière au salon du bâtiment, qui s'appelle Batimat, eh ben on allait vous dire que là, les fenêtres, c'est terminé comme on les connaît. Maintenant, elles ont un tour avec des capteurs photovoltaïques qui permettent de pacifier, d'ouvrir, de gérer la qualité de l'air, et que l'innovation aujourd'hui dans le bâtiment s'oriente là-dessus. Merci. Merci Laurent. Alors on a prévu de garder un temps de questions-réponses parce qu'on a voulu être assez exhaustif, et donc on a été assez rapide aussi sur certains sujets. Donc voilà, allez-y, posez vos questions, que ce soit à l'équipe d'Avignon, à Laurent, Daniel ou moi, on est vraiment là pour répondre à vos questions. Si, bonjour. Je voulais juste savoir si vous alliez renouveler les appels à projets. Alors, c'est une bonne question. Merci de la poser. Aujourd'hui, en tant que tel, on ne va pas le renouveler. En revanche, on est vraiment en train de réfléchir à la suite. On aimerait effectivement, enfin, on a bien conscience au niveau de la Caisse des dépôts qu'on a une position un peu clé aux côtés des collectivités territoriales, aux côtés du monde éducatif. Donc on est en train de regarder quelle modalité on pourrait trouver, et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, donc c'est encore très au conditionnel, justement pour essayer d'accompagner les acteurs dans des démarches similaires, en diffusant justement des outils complémentaires en fait du livrable là qu'on va vous donner à la fin, des outils voilà de diagnostic, des éléments de cahier des charges, etc. Évidemment, on continue à soutenir aussi la chaire de Laurent Janin et ses travaux, parce qu'on est, je pense que voilà, la pluridisciplinarité des approches est vraiment importante. L'approche de la recherche, l'approche des collectivités, la communauté éducative, c'est vraiment dans cet ensemble qu'on arrive à avancer. Donc merci d'avoir posé la question. C'est important de nous appuyer aussi là-dessus. Il y avait une question. Oui, là-bas. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Et moi, je me demandais si et comment vous aviez inclus les élèves dans les réflexions. Alors, je vais donner un mot général, puis je vais laisser l'équipe d'Avignon répondre, parce que c'est le plus parlant. Sur l'ensemble des projets, les élèves ont été intégrés de manière différente. À Saint-Denis, par exemple, ils ont été vraiment... Alors, il y avait deux classes un peu pilotes, et ils ont été sollicités sur la conception des mobiliers d'extérieur, sur même les usages dans la cour, quels usages ils aimeraient y voir, comment ils pouvaient l'imaginer. Ils ont été aussi ambassadeurs auprès des autres élèves pour la mise en place de la bulle, parce qu'en fait cette bulle dans la cour, et quand on est à l'intérieur, on a un rapport à l'acoustique, à soi-même, à sa voix qui est très différent. Et donc ils ont présenté la bulle dans toutes les classes, expliqué à quoi elle allait servir, comment il fallait l'utiliser, se déchausser avant d'entrer, enfin un ensemble de règles. Et il faut voir que le collège est situé dans une zone difficile, il y a régulièrement des incidents, et une bulle dans la cour du collège, c'est un objet un peu non identifié, un peu bizarre, et cette bulle a été, parce qu'on avait impliqué les élèves depuis le début, entièrement respectée par les élèves. Elle a fait les 6 mois sans difficulté, elle est remontée maintenant, enfin voilà. Donc j'ai pris l'exemple du collège de Saint-Denis, parce que c'est un des projets que je connais un peu mieux, je l'ai plus suivi. Mais ils ont été impliqués sur tous les projets, et je vais laisser l'équipe d'Avignon expliquer de leur côté sur leur projet. En ce qui me concerne, nous, on a impliqué les élèves sur divers plans. Oui, je vais essayer. D'abord, on leur a demandé leur avis sur certaines manières de choisir, enfin, de mettre en place le mobilier.
Ils ont participé à la mise en place de l'espace, ils ont planté les petits jardins, ils ont fait la poussière, ils ont déployé, ils ont bougé les meubles, ils ont filmé. Là, ils ont réalisé une vidéo qui retrace l'histoire de leur projet. Et enfin, on les a eus quasiment sur tout le projet. Tous les élèves qui désiraient, on n'avait pas choisi des élèves en particulier, c'était ouvert. Et on a été très surpris de voir énormément de volontaires qui venaient nous voir pendant la récré, après les cours, pendant les permes. Qu'est-ce qu'on peut faire, madame, pour vous aider? Est-ce qu'on peut nettoyer quelque chose? Et ils ont été acteurs de leur projet. Donc, du coup, ils se l'ont approprié. Et ils l'utilisent comme étant quelque chose qu'ils ont créé avec nous et non pas qu'on a créé pour eux. Ça me gêne. Bon, ben d'accord. Un jour, il y avait un élève... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense que ce projet, il va au-delà de la beauté du lieu, de la pédagogie. J'ai vécu une expérience avec un élève qui m'a demandé qu'est-ce que c'est que ces transformations, parce qu'on avait cours pendant que les transformations se faisaient. C'est-à-dire dans le chantier, on faisait classe avec 2 classes. Et je lui ai dit, écoute, tu sais pas la chance que tu as, tu vas avoir la plus belle salle de sciences de France et de Navarre. Et là, il m'a regardé avec des yeux tout ronds, il m'a dit, madame, ça veut dire que je ne suis pas de la racaille. Voilà, c'était ça. Et pour moi, ça a été au-delà de tout ça. Et je me suis posé la question suivante, comment ces élèves se sentent dans la République? Et pourquoi j'ai eu droit à cette réflexion? Il y a eu des réflexions, peut-être pas les mêmes mots, mais le même type de sentiment aussi sur le collège de Saint-Denis. Alors, c'est 2 collèges qui sont dans ce qu'on appelle un peu les REP+, les quartiers, enfin voilà. Mais du coup, c'est des projets qui permettent de valoriser les élèves dans l'appropriation qu'ils ont de l'espace, dans le rôle qu'on leur donne dans l'espace aussi, la place qu'on leur donne active, dans l'aménagement, dans l'entretien des espaces. Et effectivement, tu mentionnais, et ça peut faire tiquer peut-être certains d'entre vous, vous faisiez cours dans des espaces en travaux, les élèves ont participé, ont proposé de faire la poussière. À Saint-Denis, ils ont contribué à fabriquer, alors encadrés par des professionnels, mais contribué à fabriquer des éléments de mobilier extérieur. Et on voit bien qu'on touche là à des sujets toujours un peu sensibles sur la sécurité des élèves, à la réglementation qui nous empêche parfois de faire certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est quelque chose qu'on porte un petit peu tous, du droit à l'expérimentation dans les établissements scolaires, du droit à, tout en gardant des règles de sécurité minimales, peut-être à pas être dans la lettre de la réglementation, mais dans l'objectif, et de pouvoir impliquer différemment les élèves et la communauté éducative, d'ailleurs, il n'y a pas que les élèves, dans la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien des espaces, qui sont des espaces de vie, des espaces d'éducation, bien sûr, mais des espaces de vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. En fonction des projets, il y a parfois eu des discussions un peu, un petit peu franches avec aussi les représentants des collectivités territoriales qui sont garants, ils sont responsables de la sécurité, et de trouver du coup les voies et moyens pour avancer là-dessus. Un autre sujet qui est par exemple quand on travaille sur la biodiversité, la nature dans les espaces, qu'on a des plantes qui produisent des fruits, des légumes, comment est-ce qu'on peut utiliser ces fruits et ces légumes pour qu'ils soient consommés par les élèves? Alors si on passe par la cantine habituelle, c'est compliqué, donc il faut trouver, la réglementation nous pose aussi des difficultés. À Saint-Denis, on a travaillé, en fait, c'est le foyer qui est responsable en fait finalement de la transformation de la récolte, alors qui reste limité. Mais voilà, il y a toujours des voies et moyens à trouver, et c'est pour ça que c'est important d'associer tous les acteurs aussi dans ces projets-là, parce qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions. Voilà. Oui, pour compléter sur cette question de comment on fait pour concevoir finalement avec des enseignants et des élèves une transformation d'un établissement, mais qui va durer plus longtemps
c'est-à-dire qui doit projeter dans les 10, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que cet aménagement doit continuer à être utilisé. Ce qui est assez compliqué, c'est que quand on questionne, je prends le cas de Breteuil, dans l'Oise, qui était un collège sur lequel on devait réaménager le CDI, et quand on commence à questionner les élèves et la documentaliste, les élèves qu'on va commencer à questionner, c'est ceux qui fréquentent le CDI. Donc c'est-à-dire qu'ils vont commencer à imaginer un usage, mais c'est des bons élèves qui sont habitués à aller au CDI, à se documenter. Donc on va enrichir leurs pratiques aujourd'hui existantes, mais l'objectif qu'on a dans le CDI, c'est de faire venir ceux qui ne viennent pas, en fin de compte, normalement. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on essaye de projeter sur un usage qui n'existe pas aujourd'hui, qui est je fais rentrer un élève qui finalement n'est pas présent. Quand on parlait avec la documentaliste, on disait mais à un moment donné, les enfants doivent accéder seuls à l'information, mais elle nous disait non, moi c'est important que le bureau soit au centre de tout l'espace parce qu'il faut que je puisse superviser tout ce qui se passe. Mais c'est normal parce que c'est comme ça qu'a été structurée sa mission, etc. Et donc la complexité dans la conception de nouveaux usages dans ces bâtiments, ces espaces, c'est d'arriver à projeter les gens dans un usage qui n'existe pas et d'arriver à toucher une population qui n'est pas celle qui fait partie des bons élèves et des bonnes personnes qui viennent normalement dans l'espace. Oui, alors d'un point de vue participatif, donc oui, voilà, les élèves, ils étaient en période de test tout comme nous, donc forcément, ils étaient maîtres du lieu également, plus que nous en même temps, puisque c'était eux qui utilisaient le lieu avec nous, quoi. Donc forcément, quand il y avait des choses qui ne marchaient pas, ça revenait assez vite. Il n'y avait pas besoin d'une expérimentation de 2 mois pour savoir que quand on a 120 élèves qui traversent pendant une journée une salle, forcément, on s'aperçoit vite de ce qui ne marche pas, de ce qui est fragile et de ce que les élèves n'aiment pas ou n'apprécient pas. Voilà. Oui, alors il y a une question juste là. Oui, bonjour. Juste une dernière question. Effectivement, on a parlé comment on impliquait les différents acteurs. Mais moi, je suis élu dans une petite commune. Il y a un projet qui vient de partir. On va signer la réfection d'une école. Et j'ai le sentiment qu'on va construire une école obsolète pour les 30 années prochaines. Donc, comment vous associez les cabinets d'architectes pour répondre à tout ce que vous dites? Visiblement, ils sont venus avec leurs anciennes manières de faire. Et nous, on n'a rien vu. Voilà. Alors, je pense que tout le monde va vouloir répondre, mais effectivement, les cabinets d'architectes, ils répondent à un cahier des charges, ils répondent à une expression de besoin. C'est toute la question de l'accompagnement des collectivités territoriales en amont et d'arriver à les faire monter en compétences. C'est un des sujets que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est un de nos sujets justement de préoccupation majeure sur lesquels on est en train de réfléchir pour voir justement ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui pour aider les collectivités territoriales justement à faire une expression, à rédiger des expressions de besoin et donc des cahiers des charges qui permettent de susciter des réponses de maîtrise d'œuvre, d'architectes innovantes et qui laissent, et en tout cas adaptées aux nouveaux usages et qui laissent une place à ça. Oui, non, mais c'est un cas, c'est parce qu'on a ce constat-là, on a fait ce constat que souvent les cahiers des charges qui sortent sont un peu la copie de ceux qui sont sortis les dernières années. Les collectivités n'ont pas forcément le temps ou les moyens, les compétences, les savoir-faire de produire des cahiers des charges qui permettent d'aller plus loin. Comme le disait Laurent, aujourd'hui, nous, on ne sait pas quelle est l'école de demain. On sait qu'il y a des prérequis qu'il faut intégrer et il faut l'inventer collectivement. Pour avoir vu la construction d'une école maternelle notamment, il y a eu l'association des enseignants sur la réflexion. Et ça, c'est très important pour qu'ils puissent se projeter dans cette maternelle. Il y avait des espaces très particuliers où les enseignants ont dû se projeter. Qu'est-ce que je vais faire de cet espace? Comment on va l'organiser? Et ça, je pense qu'il faut vraiment associer avec le cabinet d'architectes, avec un cahier des charges, associer les enseignants pour qu'ils vous disent oui, ça me paraît être une bonne idée, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, mais si on faisait ça en plus, ou si non, ça va pas nous servir. Et ça, c'est important parce qu'ils vont être les acteurs. Et pourquoi pas aussi les élèves? Ils ont peut-être des envies, des idées, ils peuvent proposer aussi. C'est un vaste sujet, donc on a tous envie de raconter des choses. Bon, malheureusement, c'est vrai que c'est peut-être trop tard si le cahier des charges... Excusez-moi, je vous coupe, mais le pire, c'est qu'on a été accompagné par un organisme de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, voilà. C'est ça le pire. D'accord.
Donc, il faut commencer par diffuser l'information auprès de tout le monde, quoi. Je passerai la parole à Laurent tout à l'heure pour qu'il explique tout ça. Moi, c'est vrai que dans les recommandations importantes qu'on a pu constater dans le lab, c'est on a demandé aux équipes, une fois qu'elles avaient défini le projet qu'elles avaient fait, de nous dire comment elles allaient décliner vraiment en une semaine le cas d'usage qu'elles voulaient faire. Parce que quand on commence à rentrer dans l'emploi du temps détaillé d'un lieu, en disant comment je le pratique, on se rend compte que des fois les équipes ne sont pas prêtes en fin de compte à l'utiliser comme elles imaginaient. Et ça, c'est un premier point qui est très important, qui ne coûte rien à faire dans la définition du besoin. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans l'autonomie d'un établissement, on a vu qu'avec quelques équipements, là, on a acheté des choses, mais on aurait pu... par exemple, à Saint-Brieuc, ils ont construit des choses avec des sortes de chaises, de tables. Ils ont pu projeter les gens dans un scénario d'usage qui est vraiment validé, si les enseignants étaient prêts à venir, si les élèves étaient prêts à jouer le jeu, etc. Ce qui permet, par rapport au cahier des charges, de bien spécifier des choses qui sont vraiment réalistes. Le dernier point que je voulais préciser avant de passer la parole à Laurent qui va expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Le troisième point, c'est que je vais vous prendre l'exemple par exemple de Saint-Brieuc. On avait un grand hall qu'on a rénové et l'établissement était très attaché à l'espace qu'ils avaient créé. Ils avaient créé un immense espace comme ça sur un truc et ils ne voulaient surtout pas le cloisonner. Ils ont fait les aménagements, donc on a quand même conçu des aménagements. Et au dernier moment, il y a un scénographe qui est arrivé et qui a dit « Mais attendez, quand il y a une personne qui parle dans l'espace, c'est impossible qu'une autre personne fasse cours ou autre chose. » Et en fin de compte, je pense qu'en amont du projet, il faut vraiment réfléchir sur la structure, le son, la lumière, comme le précisait Laurent, pour que les usages, le minimum pour que les usages puissent se mettre en place. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a rencontrés. Donc, il faut centrer sur l'usage, mais en même temps réfléchir à des problèmes structurels qui feront qu'il n'y a aucun usage qui peut se mettre en place. Maintenant, Laurent va vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. À toi, Laurent. Non, mais c'est pas ça. Je veux juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a un trou dans la raquette. Il faut déjà commencer en fait par informer finalement les prescripteurs pour qu'ils puissent s'intéresser à ça. Voilà, tout simplement. Mais c'est le reflet typique aujourd'hui de l'articulation entre une technostructure collectivité territoriale qui doit livrer un bâtiment, éducation qui a une pensée évolutive sur des pratiques et qui fondamentalement parfois ne se rencontrent pas, ne se parlent pas et qui aujourd'hui font appel à des cabinets X, Y, Z et surtout le travail de pré-programme, le travail qui est associé avec des programmistes avant les cabinets d'architectes. Les cabinets d'architectes, c'est terminé. Les architectes ne sont là uniquement pour répondre à un cahier des charges que la collectivité leur a donné et produire un geste architectural pour que monsieur le maire ou un groupement puisse avoir sa pyramide du Louvre à un endroit ou une transformation à un autre endroit. Ça, il n'y a aucun souci. La difficulté maintenant, parce que là c'est tout du discours, on aurait dû faire avant. Moi je vais vous dire, mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, il y a des expérimentations. Les deux dames qui sont juste devant sont un exemple en Rhône-Alpes. Moi, j'ai rien dit. Il y a aussi d'autres expérimentations, par exemple, qu'on est en train de mener, moi, sur une commune dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais qui va inaugurer un bâtiment scolaire dans quelques mois. Et vous savez quoi ? Eh ben, avec la collectivité, on a été d'accord pour que le bâtiment scolaire il soit livré non terminé. Et que là, aujourd'hui, on redéploie du budget qui devait être acheté pour des chaises et autres, on reprend des chaises ancienne génération et des mobiliers et on va retravailler avec ce budget pour accompagner les enseignants pour qu'ils s'approprient le lieu et qu'on soit en capacité de voir avec la collectivité comment est-ce qu'on va peut-être recasser des choses ou retransformer cet espace, bien évidemment pour pouvoir s'approprier le lieu là aussi, mais aussi pour que l'agglomération et la collectivité acquièrent de l'expérience pour pouvoir retransformer prochainement un autre. Ça, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Vous arrivez dans une collectivité, vous dites « j'ai besoin d'un collège », le programmiste, il va répondre à combien d'élèves, combien de mètres carrés, quelle surface utile, quelle surface au sol et quelle surface foncière. Point. Et donc là, aujourd'hui, soit on est en capacité de travailler avec des pré-programmes ou des programmistes. Il y en a très peu en France qui ont une sensibilité très proche, très fine sur les problématiques pédagogiques. Si vous n'avez pas l'argent pour pouvoir vous les payer, la problématique, c'est que vous allez aller vers des copier-coller assez malencontreux qui vont pouvoir se produire. L'architecte va répondre à une commande. À un moment donné, le processus va être engagé, 3, 4, 5 années. Et quand le collège va sortir, ou l'école élémentaire, eh ben les lunettes de réalité virtuelle sont comme mesure et elles doivent toutes être dans des classes.
Et donc là, vous vous retrouvez avec un bâtiment qui est complètement non adapté. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut absolument considérer que l'école n'est pas un bâtiment fini, mais que c'est un bâtiment dans lequel on soit en capacité de pouvoir retransformer. Donc c'est le travail qu'on mène avec la Caisse des dépôts, cette fois-ci, pour que les collectivités soient permis, comme le disait tout à l'heure Sabine, d'avoir dans un permis de faire, dans un permis d'expérimenter, d'être dans une capacité, comme je le fais avec une collectivité. C'est-à-dire que là, en tant que laboratoire de recherche, j'accompagne la collectivité, mais comme on est voisins, on pourrait peut-être se voir aussi, pour vraiment, cette fois-ci, accompagner la collectivité et dire, dans les budgets et dans toutes les décisions, tout en les strates décisionnelles de la collectivité, on a réussi à identifier un élément sur lequel on peut ressortir. Il s'est passé un peu des choses comme ça, pas très loin en Collonges-Mont-d'Or ou sur les Monts d'Or lyonnais, et qui ont permis justement de pouvoir dire, mais attendez, on peut laisser cet argent, on peut redécomposer un pourcentage du budget pour les laisser à la main des utilisateurs et des usagers qui vont être à l'intérieur. Les enseignants, mais moi je pense aussi aux personnes de restauration, aux centres de loisirs que vous allez peut-être avoir ou pas dans votre établissement, pour pouvoir retravailler complètement et donc ne plus avoir le budget égale 0 au moment où le maire va couper le cordon, mais se dire on va conserver et on va redéfinir les éléments budgétaires pour avoir une enveloppe budgétaire, un petit pourcentage, pour pouvoir permettre à l'enseignant ou aux équipes de s'approprier le lieu, je peux vous garantir que pendant les 24 prochains mois de la livraison du lieu, tout le monde ne va pas être content. Parce que c'est plus la bonne couleur, parce que c'est pas le bon espace, parce que c'est pas dimensionné, parce qu'on n'a pas prévu des couloirs assez grands, et oui. Et oui, mais une école, et le pire de ça pour moi, après j'arrête, c'est que Papert avait quand même dit quelque chose il n'y a pas si longtemps de ça avant de décéder, que si un enfant se réveillait aujourd'hui, il s'était endormi il y a 100 ans, il se réveille aujourd'hui, s'il se réveille dans un hôpital aujourd'hui, un hôpital à 100 ans, c'est complètement transformé, il se réveille dans une école aujourd'hui et il s'est endormi il y a 100 ans, à part nos habits et nos artefacts tactiles ou téléphoniques, il n'y a quand même pas eu beaucoup de changements de fond, alors qu'au contraire, la société a complètement transformé sur le rapport au savoir, le rapport à la compétence, le rapport même à une discipline, à une autorité. Et donc, ça, on ne pourra pas le penser réellement. Par contre, aujourd'hui, nous, par exemple, en termes de chaire de recherche, on a des prérogatives pour pouvoir construire et imaginer des bâtiments qui ne soient pas, qui soient modulaires, réactifs et dans un temps. Parce que votre école primaire, peut-être que dans 20 ans, elle sera un centre social ou un conservatoire. Et donc, si vous ne le pensez pas dès maintenant, ça va avoir un surcoût excessivement important pour la collectivité après. Je ne sais pas s'il y a éventuellement une dernière question, parce que je pense qu'on est arrivé au bout du temps. On reste de toute façon à votre disposition pour répondre à vos questions à la fin, là maintenant. Et puis vous avez à la sortie le livrable, on en a réimprimé quelques-uns. Et puis Laurent aussi son guide. Donc n'hésitez pas à vous servir. Voilà, on est content de pouvoir partager ces éléments. Ça faisait vraiment partie de l'esprit de cette démarche. Merci à tous.